En décembre 1996, Carl Shawn a chuchoté quelque chose à sa femme qu'elle a juré de ne jamais répéter. Il mourait d'une maladie sanguine rare, mais ce n'était pas ce qui lui faisait le plus peur. Et elle a gardé ce secret pendant 3 décennies, jusqu'à maintenant. Elle révèle la face cachée du scientifique le plus aimé d'Amérique. La dépendance à la marijuana, les dossiers SDI du FBI, les liaisons qui ont détruit sa famille, la vraie raison pour laquelle Harvard l'a rejeté. Carl Shawn nous a appris à nous émerveiller de l'univers, mais sa femme sait qu'il vivait dans la peur. Ce qu'elle admet enfin détruira son héritage à jamais. Carl Shawn est né le 9 novembre 1934 dans un quartier pauvre de Brooklyn appelé Bennenhurst. Ses parents étaient des immigrants juifs ukrainiens essayant de survivre à la Grande Dépression. Son père, Samuel, avait été cantor, mais travaillait maintenant où il le pouvait juste pour faire vivre sa famille. Sa mère, Rachel, restait à la maison, portant une profonde tristesse parce que Carl avait été nommé d'après sa mère, décédée en couche. Cette douleur ne l'a jamais vraiment quitté. Il vivait dans un petit appartement et suivait la branche réformée du judaïsme, qui était plus ouverte d'esprit que les voies traditionnelles. Tout a changé quand Carl a eu 4 ans. C'était en 1939 et il a visité l'exposition universelle de New York. Il a vu des choses qui ne semblaient pas réelles, des climatiseurs, des robots géants, une machine parlante et quelque chose appelé télévision. Il a regardé une capsule temporelle être enterrée sous terre. Il ne comprenait pas tout à fait à ce moment-là, mais quelque chose dans ce moment lui a donné l'impression que l'avenir n'attendait que d'être touché. Plus tard, il a dit que la foire montrait un monde sans pauvreté, propre et plein de promesses, et il a tout absorbé comme un rêve qu'il n'a jamais oublié. Quand il avait 5 ans, il a posé à sa famille une question à laquelle il ne pouvait pas répondre. Il voulait savoir ce que sont les étoiles. Sa mère lui a tendu une carte de bibliothèque et l'a laissé aller seul à la bibliothèque locale. Quand il a demandé à la bibliothécaire un livre sur les étoiles, elle lui a donné un livre sur les stars de cinéma, par erreur. Mais une fois qu'ils ont compris ce qu'ils voulaient vraiment, elle lui a donné un livre pour enfants qui a changé sa vie. Ce livre lui a dit que le soleil était une étoile et que les étoiles étaient des soleils. Seulement très éloigné, ce moment lui a donné des frissons. Il a dit qu'il se sentait presque religieux, comme s'il avait soudainement vu l'échelle de l'univers. Cela a laissé une marque sur lui qui ne s'est jamais effacée. Sa famille a ensuite déménagé dans le New Jersey et Carl est allé à la Ray High School. Il a obtenu son diplôme en 1951 à seulement 16 ans. Il était intelligent, mais se sentait souvent comme s'il ne trouvait pas sa place. Il a écrit un article profond et réfléchi intitulé « Espace, temps et le poète ou le journal scolaire ». Il a rejoint la National Honor Society et le Chemistry Club, mais même entouré d'autres étudiants, il se sentait comme un étranger. Son esprit était toujours quelque part dans les étoiles. Une fois, lors d'un dîner chic, il a dit à haute voix que Jésus-Christ aurait pu être un extraterrestre. Les adultes ont été choqués, mais Carl n'essayait pas d'être impoli. Il pensait juste toujours différemment. Les enseignants ont vu son talent et l'ont poussé à aller plus loin. Cet automne 1951, Carl est entré à l'Université de Chicago avec une bourse complète. Il n'avait encore que 16 ans. L'école avait un programme rare où les étudiants en sciences étudiaient également la littérature, la philosophie et l'art. Il a lu Shakespeare et Freud tout en apprenant la physique. Il a étudié sous la direction de lauréats du prix Nobel comme Harold Urey et H.J. Muller. Il est devenu président du club d'astronomie et a participé à des discussions approfondies sur les origines des planètes. Il a même été témoin de la célèbre expérience Miller-Urey, qui a montré comment la vie pouvait commencer à partir de produits chimiques de base. Carl a pris des notes qui mélangeaient l'astronomie, la génétique, la musique, la psychologie et la science-fiction. Il construisait son propre monde à l'intérieur de sa tête, pièce par pièce. Mais quelque chose de risqué s'est produit en 1958. Carl était maintenant un étudiant diplômé
et s'est impliqué dans un projet gouvernemental secret appelé Project A-19. L'armée américaine prévoyait de faire exploser une bombe nucléaire sur la Lune juste pour montrer au monde sa puissance. Carl n'avait que 24 ans mais avait une habilitation top secret. En 1959, il a commis une erreur. Il a inclus des titres de documents classifiés dans une demande de bourse. Personne ne l'a remarqué pendant des décennies. Mais en 1999, le chef de projet a confirmé que Carl avait enfreint la loi. Pourtant, cela a montré que Carl n'avait pas peur de prendre des risques, même si cela signifiait aller à l'encontre du système. En 1960, Carl avait obtenu son doctorat en astronomie et en astrophysique. Il s'est concentré sur Vénus. À cette époque, les scientifiques pensaient que Vénus pourrait être une planète tropicale pleine de vie. Mais Carl a exécuté des modèles informatiques et a trouvé quelque chose de choquant. Il a dit que Vénus était un désert brûlant avec des températures proches de 800 degrés F. La plupart des gens ne le croyaient pas. Mais en 1962, Mariner 2 de la NASA a prouvé qu'il avait raison. Il avait prédit la vérité avant personne d'autre. Et maintenant, les gens ont commencé à le prendre au sérieux. La même année, Carl a soutenu le projet OSMA, la première véritable recherche scientifique d'extraterrestres. Il a aidé à rechercher des signaux de l'espace à l'aide d'un énorme radiotélescope en Virginie occidentale. Ils ont écouté pendant des mois, espérant trouver quelque chose d'autres planètes. Carl était excité et a dit au public que les extraterrestres existaient probablement. De nombreux scientifiques se sont moqués de lui, disant que ce n'était pas de la vraie science. Mais Carl a continué à insister, disant que les mathématiques indiquaient clairement qu'il devait y avoir de la vie là-bas. En 1963, Carl a rejoint Harvard. Il a travaillé sur les missions de la NASA vers Mars et a aidé à prouver que Mars avait une atmosphère très mince. Mais tout le monde ne l'aimait pas. Il s'est disputé sérieusement avec un autre grand astronome, Gerard Kuiper, pour savoir qui méritait le crédit de certaines découvertes. Cette dispute a nui aux chances de Carl. Et en 1968, Harvard a choqué tout le monde en lui refusant la titularisation. Ils ont dit qu'il était trop large, pas assez concentré. Certains ont dit qu'il volait du crédit. D'autres ont murmuré qu'il aimait trop les projecteurs. Quelle que soit la raison, Harvard l'a repoussé. Mais l'université Cornell a vu son potentiel et l'a embauché en 1969, lui donnant la liberté d'être lui-même. En 1966, Carl s'est associé à un scientifique soviétique, Isoski, pour écrire un livre intitulé « La vie intelligente dans l'univers ». Ils ont échangé des lettres à travers le rideau de fer pendant la guerre froide. Le livre estimait qu'il pourrait y avoir 1 million de civilisations extraterrestres dans notre galaxie. C'était audacieux et effrayant. Isaac Asimov a dit que c'était un plaisir à lire. Un autre lauréat du prix Nobel a dit que c'était l'un des livres les plus importants jamais écrits. L'idée que nous ne sommes pas seuls était enfin prise au sérieux, et Carl a contribué à mener ce changement. En 1971, il a aidé à concevoir la mission Mariner 9 vers Mars. C'est devenu le premier vaisseau spatial à orbiter autour d'une autre planète. Mais quand il est arrivé, une énorme tempête de poussière a tout recouvert. Au début, cela semblait être une catastrophe, mais cette tempête a montré que Mars n'était pas mort. Il était vivant avec le changement. La mission avait commencé avec 2 vaisseaux spatiaux, mais l'un s'est écrasé dans l'Atlantique quelques semaines avant le lancement. L'équipe de Carl a dû ajuster tout le plan. Ils ont réussi, et la tempête de poussière leur a donné plus de données qu'ils ne l'avaient jamais prévues. Puis sont venues les missions Viking. En 1975, Carl a aidé à planifier les premiers atterrisseurs à se poser sur Mars. À l'été 1976, Viking 1 et 2 creusaient le sol martien. Les tests n'ont pas sans trouver de preuves claires de vie, mais les résultats étaient des indices c'était suffisamment étranges pour que les gens continuent à se disputer. Carl voulait croire. Il s'est heurté à Bruce Murray de la NASA, qui a dit qu'il suscitait des espoirs trop élevés. Mais Carl pensait que l'émerveillement était important.
Le sol était sec et rouge, les températures glaciales, mais le mystère n'avait pas disparu. En 1972, Carl a créé quelque chose qui a mis les gens mal à l'aise. Il a aidé à concevoir une plaque à envoyer dans l'espace avec Pioneer 10 et 11. Elle montrait un homme et une femme nus, juste un simple dessin destiné aux extraterrestres. Mais certains groupes étaient furieux. Ils ont appelé cela obscène. La NASA a décidé de ne pas inclure de nudité sur les missions futures. Carl a dit qu'il avait gardé le dessin simple exprès, craignant qu'il n'approuve rien de trop complexe. Mais la plaque était toujours de l'histoire. C'était le premier message des humains aux étoiles. En 1977, il a mené quelque chose d'encore plus grand. L'enregistrement d'or de Voyager. Avec seulement 500 $ en 6 semaines, Carl et son équipe ont créé un enregistrement rempli de musique, de salutations dans différentes langues et de photos de la Terre. Il a même inclus Johnny B. Good de Chuck Berry, que certains ont trouvé controversé. Mais Carl croyait que c'était un cadeau de la Terre, un message qui montrait non seulement notre science, mais aussi nos sentiments. Voyager 1 flottera dans l'espace pendant des milliards d'années. Dans 40 000 ans, il pourrait passer près d'une autre étoile. Si quelqu'un le trouve, il saura que quelqu'un a vécu ici et a essayé de dire bonjour. En 1969, alors que Carl Shawn n'avait que 35 ans, il a secrètement écrit un essai sur la marijuana sous le nom de Mr. X. Il a parlé de la façon dont elle changeait sa façon de voir l'art, la musique et même la science. Il a dit que cela lui faisait ressentir les choses plus profondément et remarquer des choses que les autres manquaient. C'était une décision risquée. Les États-Unis étaient au milieu de la guerre contre la drogue. Si quelqu'un le découvrait, cela aurait pu lui coûter ses liens avec la NASA, son emploi et même sa réputation. Mais il l'a quand même écrit, croyant que c'était important. La vérité sur l'essai n'est sortie qu'après sa mort en 1996, lorsque son biographe a finalement révélé qu'il s'agissait bien de Shawn. 1 an avant cet essai, en 1968, Shawn a épousé Linda Salzman. Elle est une artiste, libre d'esprit et créative. Au début, cela semblait être une bonne combinaison. Ils ont eu un fils, Nick, mais à la fin des années 1970, leur mariage s'effondrait. Shawn ne se concentrait que sur le travail. Il croyait que son rôle était de s'occuper de la maison pendant qu'il se concentrait sur la science. Elle a abandonné sa propre carrière pour lui. Mais le mariage est devenu froid. Il était absent tout le temps et avait des liaisons avec d'autres femmes, dont certaines étaient des collègues. En 1981, cela s'est terminé par un divorce, tout comme son premier mariage l'avait fait auparavant. Il était brillant, mais luttait profondément avec sa vie personnelle. Dans les années 1970, Sagan est également devenu plus franc. Il ne faisait pas que de la science. Il a commencé à se prononcer contre la guerre du Vietnam, la destruction de l'environnement et l'utilisation d'armes chimiques comme l'agent orange. Le FBI l'a remarqué. Ils l'ont surveillé de près. Il est devenu une cible parce qu'il n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait, même si cela signifiait contrarier le gouvernement ou risquer sa carrière. Les gens l'admiraient profondément ou le considéraient comme dangereux. Mais il n'a jamais reculé. Tout a changé en 1980 lorsqu'il a lancé son émission de télévision Cosmos, un voyage personnel. Ce n'était pas comme n'importe quelle émission scientifique auparavant. Il se tenait devant des étoiles et des galaxies, parlant d'une voix douce et poétique, aidant les gens ordinaires à comprendre l'univers. L'émission a atteint 500 millions de personnes à travers le monde. Elle a été réalisée avec plus de 8 millions de dollars, un montant inouï pour un programme scientifique à l'époque. Elle a remporté des prix. Elle a inspiré des millions de personnes. Et elle a fait de Carl Shawn un nom mondial. Les scientifiques le respectaient, mais certains pensaient aussi qu'il devenait trop une célébrité. La même année, il a commencé à lancer des avertissements publics sur la guerre nucléaire. En 1983, il a aidé à rédiger un document appelé le rapport TATAPS.
Il a montré que même une petite guerre nucléaire pourrait projeter suffisamment de poussière dans le ciel pour bloquer le Soleil. La Terre gèlerait, les récoltes mourraient et des milliards de personnes pourraient mourir de faim. Il a appelé cela l'hiver nucléaire. Il a montré au Congrès ce qui se passerait, en utilisant même un modèle de la Terre pour les aider à comprendre. Certaines personnes l'ont qualifié de dramatique, d'autres l'ont qualifié de héros. Même le pape a demandé à en savoir plus. En 1988, Gorbatchev a dit au président Reagan que les avertissements de Sean l'avaient aidé à changer d'avis sur les armes nucléaires. Mais le travail de Sean a apporté du danger. Il a reçu des menaces de mort de personnes qui croyaient qu'il nuisait au pays. Il considérait ces avertissements comme antipatriotiques, même s'il essayait juste de sauver des vies. En 1982, Sean a fait face à un autre défi. Le Congrès venait de tuer le budget de SETI, le projet qui recherchait la vie extraterrestre. Le sénateur William Proxham s'en est moqué comme d'un gaspillage d'argent. Sean s'est tenu devant eux et a calmement parcouru l'équation de Drake en direct, expliquant pourquoi la vie extraterrestre pourrait exister et pourquoi nous devrions continuer à chercher. Il les a convaincus. À la fin de cette année, le financement était de retour. Il n'a pas seulement gagné une dispute, il a changé les esprits. En 1985, il a écrit « Contact », un roman sur les extraterrestres et la foi. L'histoire suggérait que si nous trouvions la vie là-bas, cela pourrait ébranler nos croyances religieuses. Certains chefs chrétiens étaient fous et furieux. Ils ont dit qu'il attaquait la religion, corrompant les jeunes esprits. La réaction a été forte, mais le livre est devenu un best-seller. Il a fait réfléchir les gens, c'est ce que Sean voulait. Mais au milieu de toute cette controverse, quelque chose de beau s'est produit. En 1967, alors qu'il travaillait sur la mission Voyager, Sean a parlé avec une écrivaine nommée Anne Druan. Elle avait trouvé une vieille chanson chinoise pour l'enregistrement d'or du vaisseau spatial, l'enregistrement destiné aux extraterrestres pour en apprendre davantage sur la Terre. Elle l'a appelé pour partager la nouvelle, et en 1 heure seulement, leur appel s'est transformé en quelque chose de plus. Ils sont tombés amoureux au téléphone. 2 jours après le lancement de Voyager 1, ils se sont fiancés. Plus tard, Anne a fait enregistrer ses ondes cérébrales alors qu'elle pensait à l'amour. Ces signaux volent maintenant à travers l'espace pour toujours, un enregistrement de son amour pour Carl. Ce n'est pas seulement de la science, c'est de la poésie. Il a continué à repousser les limites. En 1987, il s'est heurté à Stephen Jay Gould, un autre géant de la science. Gould croyait que l'évolution se produisait par lentes et poussées. Sean croyait que cela pouvait arriver rapidement, surtout sur d'autres mondes. Leur argument n'était pas seulement académique. Il s'agissait de la façon dont nous voyons la vie dans l'univers. Les deux avaient des points de vue puissants, et les deux ont refusé de reculer. En 1990, Sean a demandé à la NASA de ramener Voyager 1 vers la Terre. Il a pris une photo à 6 milliards de kilomètres de distance. La Terre n'était qu'un minuscule point, une tache dans un rayon de soleil. Il l'a appelé le point bleu pâle. Ces mots à ce sujet, à quel point nous sommes petits et fragiles, ont profondément ému les gens. Certains scientifiques ont détesté cela. Ils ont dit qu'il était trop émotif, mais d'autres ont cru que cela changeait la façon dont nous nous voyons pour toujours. En 1994, juste 2 ans avant sa mort, Sean a rendu publique sa consommation de marijuana à nouveau dans son livre Hail Blue Dot. Il l'a lié à l'émerveillement de l'univers. C'était audacieux. La guerre contre la drogue était toujours en cours, mais il s'en fichait. Il voulait être honnête. La même année, il a publié Le monde hanté par les démons. Il a averti que les Américains tombaient dans de fausses croyances. Les ovnis, la fausse science, les théories du complot. Il a montré des chiffres de sondage qui ont choqué les gens. Des millions de personnes croyaient avoir été enlevées par des extraterrestres. Sean a dit que ce n'était pas de la science. C'était la peur et le fantasme qui prenaient le dessus. Il a supplié les gens de penser clairement, de poser des questions, d'utiliser des preuves.
En 1977, il avait également publié Les Dragons d'Éden, où il a remporté le prix Pulitzer pour avoir suggéré que notre peur des monstres comme les dragons pourrait provenir des souvenirs de prédateurs de nos anciens cerveaux. C'était étrange, mais puissant. En 1969, il a attaqué à nouveau la fausse science dans le cerveau de Broca, s'en prenant à Emmanuel Velikovsky et à d'autres qui ont fait des déclarations sauvages. Il a dit « Même les idées fausses méritent une étude attentive, mais elles devraient être étudiées avec de la vraie science, pas seulement la croyance. » Puis, en 1980, le livre Cosmos est sorti en même temps que l'émission. Il s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires. Un chapitre a choqué les lecteurs. Il racontait l'histoire de Giordano Bruno, un homme brûlé vif en 1600 pour avoir dit que les étoiles avaient des planètes. Sean a décrit comment la bouche de Bruno était fermée afin qu'il ne puisse pas parler avant d'être mis le feu sur le feu. Ses cendres ont été jetées dans la rivière. Sean a utilisé cela pour montrer comment la religion avait essayé de réduire la science au silence à maintes reprises. Au début des années 1990, de nouvelles découvertes de la mission Galileo vers Jupiter ont donné à Sean l'une de ses plus grandes justifications. Entre 1989 et 1995, le vaisseau spatial a trouvé des preuves d'un océan massif sous la glace d'Europe. Il pourrait contenir plus d'eau que tous les océans de la Terre. Pour Sean, c'était la preuve que la vie pouvait exister ailleurs. Sa conviction que le cosmos était plein de possibilités ne semblait plus si folle. Le premier mariage de Carl Sean a commencé en 1957. Il était encore un jeune étudiant à l'Université de Chicago lorsqu'il a épousé Lynn Margulis, qui deviendrait plus tard une biologiste très célèbre. Ils ont eu 2 fils, Jeremy et Dorian. Au début, cela ressemblait à un avenir prometteur, mais les choses à l'intérieur de la maison étaient beaucoup plus sombres que quiconque ne le savait. Lynn a dit plus tard que Carl pouvait être violent et qu'elle devait presque tout gérer à la maison, même en essayant de construire sa propre carrière. Elle a un jour qualifié leur mariage de chambre de torture partagée avec des enfants. Tout s'est terminé par un divorce en 1964. Des années plus tard, le biographe de Carl a déclaré que son obsession pour la science et son besoin constant d'attention ont détruit le mariage. Il était tellement concentré sur sa carrière qu'il a ignoré les dommages que cela causait à sa famille. Ce même schéma reviendrait. En 1968, Carl s'est remarié. Cette fois, c'était avec une artiste nommée Linda Salzman. Elle l'a aidé à s'ouvrir un peu émotionnellement à la fin des années 1960 et dans les années 1970. Linda a également réalisé les célèbres dessins de figures humaines nues qui ont été envoyés sur la sonde spatiale Pioneer 1. Mais en coulisses, leur vie de famille a commencé à s'effondrer. Carl n'aidait pas beaucoup aux tâches ménagères et il ne prenait pas son travail au sérieux. Selon des personnes proches d'eux, il s'attendait à ce que Linda cuisine et nettoie pour qu'il puisse se concentrer sur la science. Les choses ont empiré en 1941. C'est à ce moment-là que Carl a commencé à travailler sur le projet d'enregistrement d'heures de voyageurs. Il a rencontré Andrew pendant cette période et les deux ont commencé à tomber amoureux l'un de l'autre. La même année, Linda et Carl ont divorcé. Les gens ont dit que c'était amer et douloureux. Carl et Linda ont eu un fils ensemble, Nick Sean, qui a dit plus tard qu'il était difficile de grandir avec un père si célèbre et si souvent absent. L'histoire d'amour de Carl et Anne a commencé d'une manière étrange. Un soir de 1977, ils étaient tous les deux à une fête à Manhattan. Carl était toujours marié à Linda et Anne était fiancée à quelqu'un d'autre. Mais cet été-là, alors qu'ils travaillaient sur le projet Voyager, tout a changé. Un jour, Anne a trouvé une belle chanson chinoise, vieille de 2500 ans qu'elle voulait inclure dans l'enregistrement. Elle a appelé Carl pour lui en parler. Au moment où ils ont raccroché, ils étaient fiancés. Anne a dit plus tard que c'était comme une découverte scientifique, quelque chose qui lui donnait envie de crier de joie.
Juste 2 jours après le lancement du premier vaisseau spatial Voyager, le 20 août 1967, ils ont annoncé leur fiançailles. Ils se sont mariés en 1941 et ont eu 2 enfants, Sacha et Samuel. Même si les gens commençaient à commérer sur la façon dont cela avait commencé, Carl et Anne sont restés ensemble jusqu'à la toute fin. Ils ont écrit des livres ensemble et sont devenus l'un des couples les plus connus de la science. Mais alors que Carl a inspiré des millions de personnes, il a souvent eu du mal en tant que père. Au cours de ses 3 mariages, il a eu 5 enfants. Et pour beaucoup d'entre eux, il était plus absent que présent. Il a été séparé de 3 de ses 5 enfants pendant de longues périodes. Même Anne devait parfois lui rappeler d'appeler ou de penser à ses fils aînés. La renommée de Carl a créé des problèmes sincères. En bateau sané de la famille. Ses enfants ont eu du mal à trouver leur propre place dans le monde. Ils étaient coincés à vivre dans son ombre. Devant la caméra, Carl ressemblait à un enseignant gentil et chaleureux. Mais à la maison, il n'aidait à rien. Il ne cuisinait pas. Il ne nettoyait pas. Son fils, Nick, a dit que être son enfant était à la fois difficile et incroyable. Il a appelé son père le meilleur professeur qu'il ait jamais eu, mais il a aussi vu à quel point le travail de Carl l'éloignait de la vie de famille. Tout a changé en 1994. Cette année-là, Carl a appris qu'il avait une maladie rare et grave appelée myélodysplasie. Il avait 60 ans. La maladie a endommagé sa moelle osseuse et sans aide, il ne vivrait pas beaucoup plus longtemps. La sœur de Carl est devenue sa donneuse. Il a subi 3 greffes de moelle osseuse et une chimiothérapie lourde. Il a failli mourir 2 fois. Même pendant cette période, il a continué à donner des conférences et à faire des recherches. Il a dit que sans la science, il serait mort rapidement. Mais les traitements lui ont donné plus de temps. Ils lui ont donné 2 années de plus pour continuer. Il est resté plein d'espoir et a continué à se battre. En 1996, il a écrit le dernier chapitre de son dernier livre, Des milliards et des milliards. Il a été terminé quelques mois seulement avant sa mort. Le livre mettait en garde contre le changement climatique et la façon dont les humains endommageaient la planète. Dans une partie, Carl a dit qu'il avait regardé la mort en face 6 fois. Et 6 fois, elle s'était détournée, mais il savait qu'elle ne se détournerait pas pour toujours. Il a dit que la mort viendrait le chercher comme elle vient nous chercher tous. Anne a ajouté un épilogue après son décès. Elle a décrit leurs derniers instants. La famille s'est réunie et les derniers mots de Carl ont simplement été « Au revoir, Anne ». Il est décédé le 20 décembre 1996 à l'âge de 62 ans. La cause était une pneumonie survenue après sa dernière greffe. Il est décédé au Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle. Anne a partagé plus tard quelque chose qui a choqué beaucoup de gens. Même alors qu'il était mourant, Carl ne s'est jamais tourné vers la religion. Il est resté fidèle à ses convictions scientifiques jusqu'à la toute fin. Il a été enterré au cimetière Lakeview à Ithaca, New York. Il a laissé derrière lui Anne, sa sœur, 5 enfants et un petit-fils. Un petit-fils. Après la mort de Carl, Anne a poursuivi son travail. En 2014 et à nouveau en 2020, elle a aidé à créer de nouvelles versions de Cosmos. Ces émissions ont atteint une toute nouvelle génération. Ce qui a choqué beaucoup de gens, c'est de voir comment les anciens avertissements de Carl se réalisaient maintenant. Ses idées sur l'hiver nucléaire et les effets de serre incontrôlables n'étaient plus de simples théories. Dans les années 1970, Carl avait étudié comment Vénus était devenue si chaude. Ce travail l'a aidé à voir comment la Terre pourrait également être en danger. Plus tard, il a averti que la guerre nucléaire pourrait provoquer un refroidissement global en bloquant la lumière du Soleil. Et maintenant, des décennies plus tard, Anne a dit que la même science derrière l'hiver nucléaire aidait à expliquer pourquoi le changement climatique sur Terre s'accélérait. Cela a montré comment les avertissements de Carl des années 1980 étaient maintenant de réelles menaces dans les années 2020. Même au cours de ces dernières années, Carl n'a jamais cessé de s'exprimer.
Il a mis en garde les gens contre le danger d'ignorer la science. Lors de sa dernière grande interview en mai 1996, il s'est entretenu avec Charlie Rose. Carl avait l'air très faible, mais ses mots étaient tranchants. Il a dit que l'Amérique avait construit un monde de science et de technologie, mais que la plupart des gens ne comprenaient ni l'un ni l'autre. Il a dit que c'était dangereux. Il a averti que ce mélange de puissance et d'ignorance exploserait un jour à la figure et il a demandé « Comment pouvons-nous diriger une démocratie basée sur la science alors que la plupart des gens n'y connaissent rien? » Des années plus tard, d'autres surprises ont éclaté. En 2010, les gens ont découvert que le FBI avait un dossier sur Carl Shawn. Cela a montré que le gouvernement le surveillait depuis des années. En 1983, il a reçu une étrange lettre de quelqu'un prédisant une catastrophe de la navette spatiale et la Troisième Guerre mondiale. Le FBI a pensé qu'il pourrait s'agir d'une menace, mais lorsqu'ils ont enquêté, ils ont découvert que l'homme qui avait envoyé la lettre était déjà mort depuis 10 ans. Ce qui l'a rendu encore plus bizarre, c'est que la catastrophe de la navette s'est effectivement produite en 2003, comme le disait la lettre. Carl avait également été arrêté 2 fois dans les années 1980 lors de manifestations contre les essais nucléaires. Il a escaladé des clôtures sur le site d'essai du Nevada. Il essayait d'empêcher la fabrication de plus d'armes nucléaires. Cela a montré à quel point il était sérieux, même si cela signifiait se faire arrêter.